Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Dino Scala. Il est surnommé par la presse le violeur de la Sambre. Pendant 30 ans, c'est toute une région qui a tremblé à la simple évocation de ce prédateur, un homme qui agressait les femmes seules avant de les violer, souvent sous la menace d'un couteau. Il a sévi en France et même parfois en Belgique. Pendant des années, il a tenu toutes les polices en échec, jusqu'en février 2018, où il est enfin démasqué. Qui est cet homme à la fois bon père de famille et violeur implacable? La réponse glaçante dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Erquelines, en Belgique, juste à côté de la frontière française. Au commissariat, les policiers sont sur le pied de guerre. Ils s'apprêtent à interpeller celui qu'ils pensent être un dangereux criminel après l'avoir repéré sur les caméras de surveillance du village. L'homme est pris en filature alors qu'il sort de chez lui, au petit matin. Le véhicule est immobilisé au bout de quelques kilomètres. Son conducteur est arrêté. Il n'oppose aucune résistance. Si les enquêteurs ont vu juste, cette arrestation mettrait fin à l'une des plus grandes affaires de violeurs en série que la France ait jamais connue. Nous sommes en octobre 2002, à Bachan, tout près de Maubeuge, une région ouvrière située près de la frontière belge, chez les Ch'tis. On est dans le nord de la France, Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. avec une réputation de bienveillance, d'accueil, de gentillesse. C'est une agglomération de type industriel, Christophe Gilté, journaliste à RTL Belgique. le long de la vallée de la Sambre, où il y a un grand passé d'activités de céramique, de sidérurgie, de métallurgie. C'est ici que vit Blandine, âgée de 13 ans. C'est une toute jeune adolescente en quête d'identité. Je suis en pleine période de crise adolescente où Blandine Carpentier, victime. je cherche un peu à être rebelle et en même temps à la fois gentille. Elle aime bien Britney Spears. Et puis, elle danse comme elle veut s'habiller comme elle. Fabienne Franck, maman de Blandine. On ne pouvait pas nettoyer sa chambre, puisque c'était submergé par Britney Spears. Comme beaucoup d'enfants de la région, Blandine effectue chaque matin un long chemin pour se rendre à l'école. Blandine, en fait, tous les jours, Pierre-Antoine Cristante, journaliste à La Voix du Nord. prend le bus avec sa meilleure amie. Elle le prend à la mairie de Bachan et il va directement au collège Pablo Picasso à Aulnois. Mais en octobre 2002, une dispute avec son ami fait basculer le destin de Blandine. Les deux jeunes filles ne veulent plus se parler. Blandine décide alors de se rendre seule au lycée. Pour en quelque sorte lui poser un lapin, j'ai pris la décision en fait d'y aller à pied et pour éviter qu'elle me voie depuis le bus, j'ai pris donc ce petit chemin de campagne. C'est un petit chemin qui rejoint Bachan à Aulnois sans passer par la grande route. La lycéenne connaît bien les chemins comme celui-ci qui relient les villages entre eux. Alors, quand elle aperçoit une voiture un peu plus loin devant elle, elle ne se méfie pas. Et pourtant, sa vie va basculer. J'entends une portière s'ouvrir. Quelques secondes après, j'entends quelqu'un courir derrière moi et quand je me retourne, j'ai pas le temps de voir la personne puisqu'elle m'a déjà mis dans le fossé. Il m'a maintenue avec sa main droite sur le sol et avec l'autre main, il s'est masturbé tout simplement sur moi. Elle sait pas ce qui lui arrive, c'est inattendu. Elle va croire que sur l'instant, c'est fini.
Bon, il a essayé d'enlever mon pantalon, mais j'ai toujours été ronde, donc mes pantalons ont toujours été très serrés. Donc, en fin de compte, ça m'a aidé ça lui a pas permis d'enlever mon pantalon, quoi. Au fond de moi, j'ai le sentiment qu'après ça, il va me tuer et m'enfermer dans le coffre. C'était pour moi ce qui allait se produire. Et le dernier mot que j'ai sorti, ça a été maman, quoi. Tétanisée, elle va faire la morte pour faire fuir un peu son agresseur. C'est comme ça qu'elle va s'en sortir. Et la ruse fonctionne. L'homme cesse immédiatement de s'acharner, il prend la fuite. Blandine n'a pas pu distinguer le visage de son agresseur, caché par un bonnet. Par contre, elle se souvient d'un détail. Quand je me suis retournée et que j'ai entendu les pas courir derrière moi, étrangement, c'est son pull qui m'est resté en moi. C'est un pull gris avec une ligne blanche. Blandine est en état de choc. Elle ne se rend pas à la police, mais poursuit son chemin vers l'école. Son pantalon est abîmé, ses jambes tremblotantes. Dans la cour du collège, son comportement frappe tout de suite ses camarades. Mes amis sont venus vers moi pour me demander qu'est-ce qui se passe, en me disant « Mais Blandine, qu'est-ce que tu as ? T'as une drôle de tête ?» Et mon pantalon en plus était sale. Aussitôt, Blandine est emmenée au poste d'infirmerie. L'infirmière me pose des questions, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et de là, elle me fait attendre tout simplement, puisqu'elle a contacté la police du coin pour venir me chercher. L'école contacte également Fabienne, la maman de Blandine qui est à son travail. Je suis dévastée, je dis c'est pas possible, comment ça se fait, je comprends pas, elle doit le prendre le bus, parce que moi je n'étais pas au courant. Fabienne rejoint immédiatement sa fille à l'hôpital de Maubeuge. Blandine lui raconte avoir été violée. Mais le médecin est perplexe. On me dit qu'elle n'a pas été violée parce qu'elle n'a pas eu pénétration. Mais moi, c'est la même chose. Violer ou pas pénétrer, c'est la même chose. À 13 ans, Blandine ne fait pas la différence entre un viol et une agression sexuelle. Mais elle veut porter plainte. Alors, elle se rend avec sa maman au commissariat de son village. Le dépôt de plainte n'est jamais facile. Patricia Petit, psychologue, police d'Erkline en Belgique. Surtout quand il s'agit d'une agression sexuelle, c'est déjà très difficile à dévoiler. Les policiers ouvrent immédiatement une enquête et veulent identifier au plus vite l'agresseur avant qu'il ne commette d'autres méfaits. Face à Blandine, ils sortent les portraits d'individus condamnés pour des faits similaires. Il nous a fait montrer certains visages. Et surtout, ce policier nous avait bien dit à Blandine, fais attention à vos visages. Si tu dis que c'est celui-là, il peut avoir la prison à vie. Blandine a peur. Alors tout ça, on dit rien. On dit rien. Blandine n'a pas pu voir distinctement le visage de son agresseur. Et comme elle a peur de se tromper, elle écarte tous les portraits qui lui sont présentés. De plus, la collégienne a des difficultés à raconter son histoire. Les enquêteurs commencent à douter. Le commissaire dit que c'est pas vrai, tout le monde t'a dit tu fais une bêtise, c'était pas vrai. Le fait que les gens ne croient pas en ses propos ou aient des doutes, elle, derrière, elle va se dire c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de mal. Pour moi, j'ai été violée 2 fois. Une par l'agresseur et une par la police. Même si c'est pas une agression physique, au fond de moi, ils ont violé ma confiance et mon estime de moi-même. J'ai dormi avec elle pendant 1 semaine, je lui ai donné des calmants parce qu'elle avait peur du noir, Blandine. Tout doucement, bon, ça s'est estompé, mais c'était dur pour elle. Les policiers continuent leur enquête sans conviction. Ils pensent que cette affaire ne débouchera sur rien. Et pourtant, ils ne sont pas au bout de leur surprise. À 10 kilomètres de Bachan, une autre affaire de tentative de viol secoue la ville de Louvroil, au sud de Maubeuge. En septembre 2002,
1 mois avant l'agression de Blandine, une télévision régionale recueille le témoignage d'une employée municipale de Louvroil. Elle s'appelle Françoise. Elle a été attaquée en arrivant sur son lieu de travail. Il m'a poussé là par terre. Il m'a dit allonge-toi. Françoise, victime. Alors comme je me débattais, il s'est couché sur moi. Après donc il m'a remis debout. Il m'a dit tu vas te mettre à genoux, tu vas me faire une fellation. C'est le début d'une folle série noire. En quelques semaines, d'autres victimes affluent au commissariat de Louvroil. C'est le cas de Denise, attaquée tôt le matin par un inconnu. Mais il a dû être dérangé parce que il m'a claqué par terre et puis il s'est enfui. La psychose s'empare de la ville. Annick Matigello, la maire, prend les choses en main. L'élu renforce la surveillance policière, mais elle regrette le silence des autorités judiciaires qui ne veulent pas avertir la population. Prête à tout, elle prévient les journalistes. J'ai décidé de rompre la loi du silence parce que dans ce cas-là, il y a 2 solutions, où on se tait et on est complice, Annick Matigello, maire de Louvroil. où on parle et on met le branle-bas de combat avec les médias, avec la police, avec le judiciaire. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. C'est une femme, donc elle a une sensibilité différente. Pierre-Antoine Cristante, journaliste à La Voix du Nord. Et elle n'a pas peur justement de prendre le contre-pied de tout le monde. Malgré les appels de Madame le maire, les policiers travaillant sur le dossier de Blandine à Bachan ne font pas le lien avec les agressions de Louvroil. Dans les villages, on pense que c'est probablement un fait commis par quelqu'un du coin. Christophe Gilté, journaliste à RTL Belgique. Comme ça se produit souvent, et donc on n'élargit pas la recherche à toute la région ou à toute l'agglomération. Les agressions de Louvroil sont confiées à un autre service, celui de la police judiciaire de Lille. D'autant que les enquêteurs, eux aussi, travaillent déjà sur des viols mystérieux qui touchent la région de Maubeuge depuis 1996. Les policiers cherchent notamment l'agresseur de Clara Bernard. En 97, cette jeune maman de 26 ans profite de son congé de maternité à la maison. Quelques minutes après le départ de son mari, elle est attaquée par un inconnu qui s'est introduit par le garage. Il l'attrape par derrière, il a des gants, il est masqué, j'ai jamais vu son visage. Et Clara Bernard, victime. il ordonne, il est sous la menace. Fais ci, fais ça. Il me dit de m'allonger, d'aller à un endroit et j'obéis. Clara Bernard décrit un homme portant une cagoule et des gants. Ces 2 détails figurent déjà dans d'autres dépositions de femmes agressées près de Maubeuge. En tout, les policiers recensent ainsi non pas 2 ou 3 cas, mais 9 affaires. Elles ont été victimes soit de tentatives de viol, Christine Vibo, avocate des parties civiles. soit de viol. Alors, il y a des fellations qui sont aussi des viols. Il y a des adolescentes. Dominique Demoulin, journaliste judiciaire. Et il y a des femmes qui ont plus d'une 50aine d'années. Les enquêteurs se demandent s'ils ont affaire à des viols sans lien ou au contraire à un violeur en série. Dans chaque dossier, ils constatent que le visage du criminel est toujours masqué, mais cela reste un indice bien maigre. On voit peu de violeurs attaqués de face, à visage découvert. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. C'est pas suffisant pour penser que c'est un seul homme. L'enquête piétine, quand enfin, en 1997, une nouvelle agression relance les investigations. Une jeune femme raconte aux policiers avoir réussi à retirer la cagoule d'un homme qui tentait de la violer. Aussitôt, un portrait robot est dressé, les policiers reprennent espoir. Ils ont enfin un visage. Le portrait robot représente une personne d'âge moyen. Ce portrait robot ressemble à tant de Français, avec le front plutôt dégarni, avec un visage plutôt rond, pas de barbe, pas de moustache. Méthodiquement, les enquêteurs comparent le portrait robot avec tous les individus impliqués dans des affaires d'agression sexuelle. Mais aucun profil ne correspond. La justice française prend aussi
une décision lourde de conséquences. Elle s'oppose à la diffusion du portrait robot dans les médias. Il y a la volonté de pas forcément créer une psychose sur le secteur. Alors, cherchant de nouveaux indices, les enquêteurs passent à la loupe le mode opératoire des viols. Et ce qui les surprend, c'est l'horaire tout à fait inhabituel des agressions. C'est souvent entre 7 et 8 heures du matin, Jean-Paul Donnet, géoprofiler. ou 6 et 8 heures du matin que ça se passe. Et plus particulièrement à une période de l'année Mathias Dormini, journaliste à l'Observateur. où l'obscurité dure plus longtemps, c'est-à-dire en hiver. Même s'ils n'en ont pas encore la preuve, l'horaire matinal systématique renforce la conviction des policiers qu'un seul et même homme est l'auteur de toutes les agressions sexuelles. D'après leur recoupement, l'inconnu s'introduirait dans des maisons lorsque la victime est seule ou choisirait des chemins isolés. La plupart du temps, les viols sont commis un peu à l'écart, en tout cas des grands axes. On voit que c'est une récurrence chez lui, qui repère ses victimes près des abribus, et il se rend aussi dans des secteurs un peu plus isolés. Les policiers parviennent aussi à définir la technique d'attaque du prédateur. Il arrive par derrière, toujours camouflé par une écharpe, un cache-nez et un bonnet, et une cordelette. Il entraîne très régulièrement ses victimes, quand la configuration des lieux s'y prête, vers les abords de voies ferrées. Il leur attache les mains avec une cordelette. Il les menace assez régulièrement aussi avec un couteau. Tout ça pour les conditionner et faire en sorte qu'elles se tiennent tranquilles. L'horaire matinal, les lieux isolés, la cordelette, les enquêteurs disposent désormais de détails précis sur le mode opératoire. Et ça n'est pas tout. En réétudiant les dossiers, ils tombent sur un autre élément caractéristique de l'agresseur, son odeur. Une odeur que certaines qualifieront de pourriture, se dégager de l'agresseur. C'est pas une odeur corporelle, par exemple de saleté, de sueur, de moisissure, mais ce serait, selon certaines, une odeur d'œuf pourri, et selon d'autres, une odeur de produits industriels. Les enquêteurs tiennent une piste. Peut-être l'agresseur porte-t-il une combinaison utilisée dans une usine. Il y en a beaucoup dans la région de Maubeuge. Mais, malgré tous ces éléments rassemblés par la PJ, les investigations patinent. Il faudra attendre les progrès de la police scientifique pour relancer la traque du supposé prédateur sexuel. Nous sommes désormais en l'an 2000. 4 ans se sont écoulés depuis l'ouverture de l'enquête sur les viols par la PJ de Lille. À l'époque, de nouvelles avancées scientifiques permettent de résoudre des affaires grâce à l'analyse des empreintes génétiques. Alors la police française décide de réexaminer toutes les traces ADN récoltées lors des viols. Et elles ont été collectées au fil du temps, mais le problème c'est qu'on ne sait pas à qui elles appartiennent, ces traces ADN. Pour le découvrir, les enquêteurs transmettent les données au laboratoire scientifique de la police. Et là, l'enquête fait un bond en avant. Ils se rendent compte que les traces ADN sont toutes les mêmes, elles appartiennent à la même personne. L'intuition de la police judiciaire était donc la bonne. Mais encore faut-il mettre un nom sur ce violeur en série. Alors ils confrontent son ADN avec les données du fichier national des empreintes génétiques. En vain. Et c'est là le problème, c'est que l'ADN ne correspond à personne. C'est quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, puisque l'ADN que l'on a retrouvé sur le lieu des viols, il ne correspond à rien de ce qu'on a dans les banques de données. L'homme recherché n'a donc jamais eu affaire à la justice. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs sont dans l'incapacité de le retrouver. Ça peut être quelqu'un de l'habitation d'à côté, ça peut être quelqu'un du village. Peut-être que c'est un père de famille qui a une vie tout à fait rangée et qui part au travail le matin. Les policiers savent maintenant qu'ils ont affaire à un violeur en série. Mais sans éléments supplémentaires pour le coincer,
Ils craignent qu'il ne repasse à l'action à tout moment. Une crainte, hélas, justifiée. Nous sommes à la fin de l'année 2003, près de Bachan, là où Blandine a été agressée un an plus tôt. Charlotte, une adolescente, a rendez-vous avec des amis dans un village voisin. Elle décide de s'y rendre à pied. On est dans un petit chemin de campagne, on est sur une petite voie qui dessert des villages où il y a effectivement peu de passages. Charlotte veut retrouver ses copains au plus vite. Elle n'a pas conscience des risques qu'elle prend en empruntant seule ce sentier. Car un prédateur rôde ce jour-là dans les environs, et il passe à l'action. Elle va tout de suite réagir et résister. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Pour que cette agression sexuelle n'aille pas plus loin et qu'elle ne se transforme pas en viol. Charlotte ne cesse de hurler. Elle donne des coups à son agresseur. Elle parvient à le faire fuir. Immédiatement, elle dépose plainte au commissariat. Cette tentative de viol rappelle aux policiers du village l'agression de Blandine. Le mode opératoire est semblable. Ils tentent dès lors de rapprocher les deux dossiers. Mais ils n'ont pas assez d'éléments pour conclure qu'il s'agit d'un même agresseur. En 2004, Blandine est de nouveau convoquée par les policiers, mais pour elle, c'est la douche froide. J'ai été rappelée pour pouvoir faire une conclusion en fin de compte de l'enquête. Blandine Carpentier, victime. Et quelles sont mes séquelles psychologiques. Et pour en conclure en fin de compte qu'ils n'ont rien trouvé. Blandine et sa maman sont déçues. Cette dernière a le sentiment que les policiers doutent toujours du récit de sa fille. Les policiers devraient toujours croire. Qu'est-ce qu'une jeune fille dit? Fabienne Franck, maman de Blandine. Une jeune femme qui est blessée aussi, n'importe qui se plaint, c'est qu'il y a quelque chose. On dit pas ça comme ça. Non, c'est pas possible. Ce ne sont pas des commissariats avec des services hautement spécialisés. Il n'y a pas de brigade des mœurs. On est véritablement à la campagne, on est dans des coins reculés. Durant 2 ans, des jeunes filles habitant les environs de Maubeuge se font agresser. Malgré les plaintes des unes et des autres, aucun recoupement entre les affaires n'est fait. À la PJ de Lille, par contre, les policiers établissent des connexions. En 2004, ils relient entre elles plus de 15 affaires signalées dans la région. Les recherches se poursuivent discrètement. Les enquêteurs ne veulent pas que le violeur se sente traqué. On n'en parle pas trop. Pierre-Antoine Cristante, journaliste à La Voix du Nord. Les autorités, pour éviter de faire peur aux gens, sont plutôt réservées sur le sujet. On peut pas dire qu'il y ait une psychose. Mathias Dormini, journaliste à L'Observateur. En tout cas, c'est pas le ressenti qu'on en a. Toutes ces années, j'ai jamais entendu parler d'agression sur jeune fille, rien. Ce que la maman de Blandine ignore, c'est que les policiers de la PJ ont découvert de nouveaux indices. En analysant sur une carte les lieux des agressions, un élément leur saute aux yeux. Le prédateur frappe systématiquement le long d'un cours d'eau. Les policiers français décident de baptiser cet inconnu le violeur de la Sambre. On se rend compte en fait que ces agressions suivent un cheminement. Et c'est le cheminement du cours d'eau de la Sambre qui traverse la Sambre-Avesnois. Et donc ça fait comme une sorte d'unité géographique. Christophe Gilté, journaliste à RTL Belgique. D'autant que les faits se produisent souvent sur des petites routes qui ne sont pas très éloignées de la Sambre. Or, cette rivière est frontalière. Elle se poursuit en Belgique. Le dossier prend alors une dimension internationale. Erqueline, en Belgique, ce village frontalier de 9000 habitants, est apprécié pour ses bars animés. Beaucoup de Français du coin viennent s'y détendre sans même se rendre compte qu'ils ont changé de pays. C'est la continuation en termes de vallée de la Sambre d'une part. Jean-Paul Donnet, géoprofiler. Donc il y a quasiment un continuum urbain depuis le nord de la France à travers la frontière jusqu'à Erqueline. On ne voit même pas les frontières, elles ne sont matérialisées par rien.
Au début des années 2000, rien à signaler dans cette commune belge. Jusqu'à ce jour de décembre 2004, où une adolescente est agressée et violée sur le chemin de l'école. C'est le début d'une série noire qui frappe le village. Les victimes sont fort jeunes. Patricia Petit, psychologue, police d'Erquelines en Belgique. Dans la plupart des cas, elles ont entre 15 et 16 ans. Il y a un véritable émoi qui s'installe au sein de la population. Évidemment, les jeunes filles ont peur d'aller à l'école le matin, d'aller prendre leur bus. À la télévision belge, une adolescente victime d'un viol témoigne de son calvaire. Cette personne m'a agrippé et m'a attiré dans une petite cabane qui était juste là sur le bord de la route. Il avait un couteau et donc parce qu'au début dans le passage j'essayais de me débattre etc. Et donc il l'a placé sous ma gorge pour pas que je puisse bouger. En interrogeant les victimes, les policiers belges remarquent un détail qui revient régulièrement dans leurs témoignages. C'est l'odeur de l'agresseur. Les victimes parlent d'une odeur de graisse, de cambouis. C'est quelque chose qui les marque pendant leur agression. Cette même odeur, c'est un indice important pour les enquêteurs belges. Cela renforce l'hypothèse qu'ils auraient affaire à un violeur en série. Alors, ils recourent à une technique jusque-là réservée aux grandes affaires criminelles. L'audition de témoins sous hypnose. La police belge a décidé de recourir à l'hypnose car il semblerait que les gens sous hypnose se souviennent mieux des faits. Une première victime est convoquée au commissariat. Et cela marche. Grâce à son témoignage sous hypnose, les policiers dressent un portrait robot très détaillé de son agresseur. Ce violeur, d'après les victimes, aurait un âge d'environ 35-40 ans, de corpulence normale, mais avec un petit ventre, d'après ce qu'elles décrivent. Méthodiquement, les policiers belges montrent le portrait robot à tous les habitants du village d'Erquelines. Ils le diffusent aussi dans les médias locaux. Mais ils n'obtiennent aucun résultat. Leur déception est grande. Ils se demandent bien comment ils vont réussir à résoudre cette série de viols. C'est alors qu'en 2006, un peu par hasard, l'enquête connaît un rebondissement capital. Automne 2006, les policiers belges se rendent en France, à Lille, pour participer à une réunion de coopération entre les deux pays. Et ce jour-là, les Belges font part des viols à répétition qui touchent Erquelines. Les Français vont se rendre compte que les Belges, eux aussi, sont à la recherche d'un prédateur sexuel. Les enquêteurs des deux pays sont troublés. N'auraient-ils pas affaire aux mêmes violeurs? Alors ils comparent leurs indices respectifs. Les enquêteurs font le lien entre différentes affaires, tout simplement par le mode opératoire déjà. Le type d'agression des deux côtés de la frontière, c'est la même chose. Les policiers des deux pays disposent chacun d'un portrait robot. Ils vont donc les comparer. Mais très vite, ils constatent que les deux visages ne se ressemblent pas. Et à ce moment-là, les policiers belges vont avoir des doutes et vont se dire, alors, c'est probablement pas le même homme, on est sur une fausse piste. Malgré tout, pour en avoir le cœur net, les policiers belges convoquent les victimes d'Erquelines afin de leur montrer le portrait robot français. Et là, les lycéennes ont une réaction surprenante. Les policiers d'Erquelines vont montrer ce portrait robot aux victimes belges. Dominique Demoulin, journaliste judiciaire. Qui vont formellement reconnaître leur agresseur. Il se trouve que le portrait robot français est jugé, en tout cas plus proche de la réalité que le portrait belge. En fait, les victimes françaises et belges auraient donc eu affaire au même homme. Pour en être certains, les Belges transmettent aux Français des traces ADN qu'ils ont recueillies. Et les analyses le confirment formellement, les empreintes génétiques sont identiques. Les deux pays recherchent bien le même violeur. Immédiatement, les policiers belges lancent un nouvel appel à témoins. Un violeur en série sévit dans la région d'Erquelines-Maubeuge. À ce jour, la police lui attribue 25 agressions sexuelles au moins, toutes commises avec un maximum de précautions et sans témoins.
Ce portrait robot a été établi en 1997 et a été confirmé par d'autres victimes. Il faut savoir qu'à l'époque, l'auteur des faits était décrit comme ayant une trentaine d'années. Les enquêteurs belges fondent tous leurs espoirs sur cette large médiatisation pour démasquer le violeur. Mais l'appel à témoins ne donne rien. Des deux côtés de la frontière, le mystère reste entier. Alors les policiers belges tentent le tout. Pour découvrir le secteur où vit le prédateur, ils recourent à un géoprofiler. C'est quelqu'un qui fait une enquête à partir de la géographie des faits. Et donc, en étudiant les lieux où se sont commis les faits, il arrive à en déduire un périmètre où pourrait habiter l'auteur. Sur sa carte, l'expert examine autant les lieux des viols que les communes épargnées par le prédateur. Il détermine ainsi une zone d'action supposée de l'agresseur. Il y a toujours un espace tampon très proche où il ne commettra rien parce qu'il y a un risque très important d'être reconnu. Jean-Paul Donnet, géoprofiler. Mais, à contrario, il y a aussi la loi de moindre effort qui dit que s'il y a une victime à 10 km, il ne va pas en franchir 100. Donc on a une couronne autour du point d'ancrage. D'après le géoprofiler, le violeur habite à moins de 10 km de la frontière. Et il faut maintenant déterminer le pays où il vit. Alors l'expert se livre à de nouveaux calculs en fonction des agressions. Et selon lui, le prédateur vit en France, plus précisément à côté de Maubeuge. Pour notre analyse, les probabilités maximum se rencontrent au sud-ouest de Haumont. Il pense à un petit village. Pierre-Antoine Cristante, journaliste à La Voix du Nord. Il table un peu sur les environs de Pont-sur-Sambre, Vieux-Ménil, voilà, tout ce secteur-là. Haumont, Pont-sur-Sambre, Vieux-Ménil, ce serait donc dans l'un de ces petits villages que vivrait incognito le prédateur. On espère à ce moment-là qu'effectivement, ça soit la bonne piste, qu'on arrive à mettre un nom sur ce violeur. Les enquêteurs évaluent à 18 000 le nombre d'habitants installés dans le secteur où vivrait le violeur. C'est-à-dire que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon, un homme dans un village, ça manque d'éléments un peu plus probants. Les policiers français et belges n'ont pas les moyens d'enquêter sur tous les hommes du secteur. Ils conservent toutefois ces précieuses informations pour les rattacher à d'éventuels nouveaux indices. Mais pour l'heure, l'enquête est au point mort. Les victimes vivent très mal que leur agresseur soit toujours en liberté. À Bachan, Blandine est angoissée dès qu'elle sort dans la rue. Peut-être qu'elle le croise tous les matins. Fabienne Franck, maman de Blandine. Ça, c'est sûr qu'elle me l'a déjà dit, ça. C'est vrai. On se méfie de tout le monde. Quand j'entends quelqu'un courir derrière moi... Blandine Carpentier, victime. Au fond de moi, il y a quelque chose qui vibre et d'ailleurs, je me mets souvent en colère après la personne qui court derrière moi. Clara, agressée à son domicile en 97, conserve aussi de terribles séquelles. Elle ne se sent jamais en sécurité dans sa maison. On a fait tous les travaux, on a muré la porte de garage. Clara Bernard, victime. On a mis une alarme, on a pris un berger allemand. Les victimes se demandent si leur agresseur sera un jour arrêté. En 2010, les policiers constatent que le prédateur ne fait plus parler de lui. Plus aucune agression n'est signalée. Même silence les années suivantes. Le temps passe et les enquêteurs voient mal comment ils pourraient un jour démasquer le violeur de la Sambre, à moins d'un ultime rebondissement. Erqueline, en 2018. Voilà plus de 7 ans que les agressions matinales ont pris fin, jusqu'à ce jour de février. Il est 7 heures, Jennifer, une lycéenne de 16 ans, part à l'école sans se douter qu'elle est observée. La jeune fille qui habite en France est scolarisée en Belgique. Patricia Petit, psychologue, police d'Erqueline en Belgique. Donc elle vient pour prendre son bus à Erqueline, elle se rend compte qu'elle est en retard,
Elle prend un raccourci par les voies de chemin de fer. La jeune fille a les écouteurs sous les oreilles, donc elle l'entend pas arriver. Il parvient à l'entraîner dans un secteur un peu plus éloigné Mathias Dormini, journaliste à l'Observateur. des axes où il y a du passage. Il va faire en sorte de la maintenir, de la menacer. Il n'a pas vraiment le temps, de s'attarder sur sa proie, puisqu'elle se débat tellement, elle crie tellement qu'il est obligé de la lâcher. Jennifer déploie une force surhumaine. Elle parvient à mettre en fuite son agresseur. Il a probablement eu peur que quelqu'un ne l'entende. Il a peur d'être repéré parce que la gare est toute proche. La lycéenne se précipite au commissariat de police. Sa plainte est prise très au sérieux, car Jennifer a pu distinguer le visage de son agresseur. Et elle décrit un homme chauve, bedonnant, qui s'exprime avec un accent du nord de la France. Elle explique correctement le modus operandi aux enquêteurs, ce qui nous fait directement penser au retour du violeur de la Sambre. Dans les locaux de la police belge, c'est l'effervescence. L'enquête sur le violeur en série est relancée. Et cette fois, enfin, les policiers ont de la chance. L'agression s'est déroulée en face de la gare d'Erqueline, un quartier sous vidéosurveillance. 2 ans plus tôt, le maire d'Erqueline avait fait installer des caméras. Dominique Demoulin, journaliste judiciaire. À proximité de la gare d'Erqueline, parce que finalement c'est le quartier chaud de cette petite ville. Quelques frontaliers qui vont en Belgique faire un peu la fête, qui vont profiter. Et c'est surtout pour empêcher ces nuisances et repérer les auteurs de ces nuisances que les caméras sont là. La clé de l'énigme se trouve peut-être sur les bandes vidéo de ces caméras. Les enquêteurs examinent méthodiquement les images, mais ils découvrent que le raccourci emprunté par la victime n'est pas couvert par le champ des caméras. Elles filment rien. De l'agression, elles ne vont rien filmer. Les policiers belges ne s'avouent pourtant pas vaincus. Ils décident d'analyser de plus près les images dans l'espoir de trouver un indice. Alors, ils observent les véhicules présents sur le parking de la gare. Un collègue du service intervention s'est attelé à regarder les caméras. Il a essayé d'observer, suivant les heures de l'agression, les véhicules qui sont venus se stationner dans les environs de la gare un petit peu avant l'agression et qui sont repartis un petit peu après. Il a essayé, sans vraiment y croire. Très rapidement, on s'aperçoit que aussi bien les voitures qui ont des plaques françaises et belges, pour la plupart, elles ont l'habitude d'être là. Enfin, c'est des gens qui viennent là se garer pour prendre le train, le bus le matin. Le commissariat d'Erqueline passe au crible tous les véhicules garés habituellement près de la gare. Et leurs efforts sont payants. Ils sont interpellés par les déplacements étranges d'une voiture. Il s'agit d'une petite berline immatriculée en France. C'est une nouvelle étape importante dans leur enquête. Le collègue qui regarde les caméras de surveillance constate qu'un véhicule est arrivé peu avant l'agression et est reparti peu après l'agression. On n'a pas toute la plaque d'immatriculation du véhicule, mais on en a une partie et on voit de quel type de véhicule il s'agit. C'est une Peugeot qui est cabossée sur l'avant droit. La piste est mince, mais ils n'ont que celle-là. Alors à tout hasard, ils demandent à la police française d'identifier le propriétaire en leur précisant qu'il est soupçonné d'être impliqué dans une agression sexuelle. Grâce aux détails communiqués par les Belges, les policiers français identifient rapidement le propriétaire du véhicule. Et c'est un homme de 56 ans, sans aucun antécédent judiciaire, marié. Cet homme sans histoire habite dans les environs de Maubeuge. Il s'appelle Dino Scala.
les enquêteurs choisissent de ne pas l'interpeller directement. Ils veulent en savoir plus sur cet homme et sur ses occupations. Et un premier élément les interpelle. Ils découvrent que Dino Scala est ouvrier dans une usine où il manipule des produits dégageant une forte odeur. Dino Scala travaille dans la maintenance industrielle, c'est-à-dire qu'il intervient au sein d'entreprises, notamment locales, pour l'entretien des machines. La particularité de cette entreprise, c'est qu'elle est située pile à la frontière entre la France et la Belgique. Christophe Gilté, journaliste à RTL Belgique. Entre Jeumont et la commune belge d'Erqueline. Ce qui éveille également la curiosité de la PJ, c'est le village où habite Dino Scala, Pont-sur-Sambre. Comme son nom l'indique, cette commune est située sur la Sambre, cette rivière le long de laquelle sont commis les viols. Alors, les enquêteurs reprennent le rapport du géoprofiler. Et là, ils découvrent que Pont-sur-Sambre est situé dans le secteur où, d'après le spécialiste, le violeur pourrait habiter. Pont-sur-Sambre et Aumont sont deux communes qui se touchent. Jean-Paul Donnet, géoprofiler. Je peux mesurer sur la carte que ça fait de l'ordre de quelques kilomètres. Autre élément troublant, la ressemblance de Dino Scala avec le portrait robot. Quand on regarde, on se dit, oui, ça correspond. Dino Scala pourrait-il être le violeur de la Sambre? Pour les policiers, il y a la ressemblance, le lieu d'habitation le long de la Sambre et son travail en usine. Beaucoup d'éléments qui en font un suspect crédible. Le problème, c'est qu'en fouillant dans sa vie, il découvre un homme a priori sans histoire. Alors, qui est-il vraiment? Dino Scala, c'est un peu un père tranquille. Il s'est marié une première fois en 1987, il a eu 2 enfants, un garçon et une fille, puis il a divorcé et s'est remarié 10 ans plus tard. Et là, il a eu 3 autres enfants. C'est un homme affable, sympathique avec ses voisins. C'est un compagnon qui a priori rendait heureuse Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. celle avec laquelle il vivait. Et on apprécie sa personnalité. Mathias Dormini, journaliste à l'Observateur. C'est vraiment quelqu'un qui fait l'unanimité autour de sa personne. D'après l'enquête de voisinage effectuée dans son village, les policiers sont face à un homme respecté. Il est bénévole au sein de nombreuses associations sportives. Il a entraîné plusieurs clubs locaux, notamment le club de Pont-sur-Sambre, pendant des années. Et là aussi, il fait l'unanimité, c'est quelqu'un apprécié de tous. L'homme ne laisse rien paraître d'anormal. Dès lors, les enquêteurs se demandent s'ils ne font pas fausse route. Donc les policiers ne vont pas aller l'arrêter tout de suite. Dominique Demoulin, journaliste judiciaire. Ils ont peur de se tromper. Mais ils poursuivent leur surveillance quelques jours supplémentaires. Il vit sa vie de famille, il va notamment à un match de foot, il parle avec tout le monde. Et lui, il vit vraiment comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il n'y avait rien de particulier. Pour tenter d'en apprendre davantage sur leurs suspects, les enquêteurs concentrent leur surveillance tôt le matin, aux mêmes heures que les viols. Nous sommes le lundi 20 février 2018. Installés dans leur véhicule, les policiers observent attentivement la maison du suspect. Il est 6h55. Dino Scala part à son travail. Comme tous les matins, il va sortir de chez lui. Pierre-Antoine Cristante, journaliste à La Voix du Nord. Et il va monter dans sa voiture. Immédiatement, les enquêteurs relèvent un détail troublant. Sa tenue vestimentaire. Elle correspond étrangement à la description faite par les victimes. Il porte un bonnet sur la tête, il a le cache-nez qui a souvent été décrit par les victimes, il a un blouson noir. Ce nouvel élément fait basculer l'enquête. Les policiers ne veulent prendre aucun risque. Ils prennent Dino Scala en filature et profitent d'un ralentissement à l'approche d'un rond-point pour intervenir. Les policiers se précipitent sur sa voiture, ils ouvrent les portes, se saisissent de lui, ils n'opposent aucune résistance.
les policiers fouillent la Peugeot 206 de leur suspect. Et là, surprise, ils découvrent ce qui ressemble à l'attirail du parfait violeur. Dans cette voiture, on va retrouver un couteau, des préservatifs et la cordelette. Les enquêteurs tiennent-ils enfin le fameux violeur de la Sambre, celui qu'ils traquent depuis des années? Pour eux, il y a suffisamment d'éléments pour le mettre en garde à vue. L'audition commence, l'atmosphère est tendue. Il est fermé, il dit au policier qu'il ne dira rien. Dino Scala essaye de faire croire qu'il n'est lié en rien dans toute cette affaire. Il n'est pas spontanément coopérant. Alors, les policiers déposent sur la table les indices retrouvés dans son véhicule. Quand les policiers lui montrent le couteau et la cordelette trouvés dans sa voiture, il ne donne pas d'explication, ce n'est pas lui, point final. Face à son silence, les enquêteurs changent de tactique. Ils lui prélèvent un échantillon d'ADN pour le comparer à celui retrouvé sur les différentes scènes d'agression. Mais là, il va changer complètement d'attitude. Quand on va lui parler d'ADN, il va comprendre qu'il sera de toute façon confondu. Après un moment d'hésitation, Dino Scala prend la parole. Et il passe aux aveux. Les policiers n'y croyaient plus. Oui, il s'est rendu quelques jours plus tôt à Erqueline, dans le but de commettre un viol. Et il raconte qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Il va reconnaître déjà un certain nombre de faits qu'on lui présente et aussi parler d'autres faits qu'il sait avoir commis. Ses premiers aveux, ça va être de dire, il chiffre à 19 le nombre de victimes. Dino Scala avoue être l'auteur de 19 faits de viol et agressions sexuelles. Les policiers n'en reviennent pas. Ils ont face à eux celui qu'ils surnommaient le violeur de la Sambre. Et l'homme a d'autres révélations à faire. Il leur explique que les agressions sexuelles ont démarré bien avant 1996, l'année du début de leur enquête. Il avoue aux enquêteurs qu'il a commis ses premiers faits en 1988. Christophe Gilté, journaliste à RTL Belgique. C'est du jamais vu. C'est un homme qui, je le crois, avait besoin, à un moment ou un autre, de vider son sac et que de lui-même, bien évidemment, il ne l'aurait jamais fait. Donc je pense qu'il doit être libéré d'une certaine façon. Dino Scala est mis en examen pour les 19 faits de viol et faits sexuels avoués. Dans les heures qui suivent, les résultats ADN confirment ses aveux dans un certain nombre d'affaires. L'information fait l'effet d'une bombe dans les médias français et belges. Il était surnommé le violeur de la Sambre, recherché depuis 1996. Le hasard puis la police scientifique ont permis d'identifier cet homme comme étant l'auteur très probable de dizaines de viols et d'agressions sexuelles. À Pont-sur-Sambre, tout le village est sous le choc. Les habitants peinent à imaginer que leur voisin au grand cœur serait un dangereux prédateur. Pour moi, c'était quelqu'un de très bien. C'est pas quelqu'un que je me serais méfié, que je me serais... Non, j'ai jamais eu de souci avec cette personne. On se demande, est-ce qu'on a loupé parce que... mais après, on a beau se remémorer les moments qu'on a passés avec lui, il y a rien qui aurait pu laisser paraître des actes de ce genre-là. Et pourtant, derrière un profil totalement ordinaire, Dino Scala se révélerait être l'un des plus redoutables violeurs en série que la France et la Belgique aient jamais connus. Ils ne le savent pas encore, mais les enquêteurs ne sont qu'au début d'une longue série de révélations. À Bachan, l'arrestation de Dino Scala réveille bien des mauvais souvenirs chez Blandine, car l'agression sexuelle dont elle a été victime en 2002 n'a toujours pas été résolue. Je découvre sur Facebook, en fait, ce qui vient de se passer par rapport à Dino Scala. Blandine Carpentier, victime. Je me rends bien compte que ça a un rapport avec ce qui m'est arrivé. La façon dont il prépare ses agressions, qu'il faisait ça quand des adolescentes se dirigent vers le collège et bingo, ça tombe comme moi. Elle prend une vague de soulagement en disant « ça y est,
Donc c'est lui et c'est à ça qu'il ressemble. C'est bien pour elle de pouvoir évacuer déjà tout ce qu'elle a gardé en elle depuis des années. Fabienne Franck, maman de Blandine. Ça doit la soulager, ça, c'est sûr. Le chemin est encore long pour Blandine. Son dossier pourra-t-il être rouvert au vu de ses dernières révélations? Encore va-t-il falloir prouver que Dino Scala est bien son agresseur. À Louvroil, c'est aussi le soulagement, en particulier pour Françoise, cette employée municipale agressée en 2002 et qui avait témoigné à visage caché. Après l'arrestation de Dino Scala, Françoise s'exprime à visage découvert. Elle retrouve Annick Matigello, la mère qui avait alerté les médias. Les deux femmes espèrent que l'homme arrêté est bien celui qui avait créé la psychose dans leur ville. Je le souhaite de tout cœur que ce soit lui. Françoise, victime. Comme ça, ouf pour tout le monde. Hein. C'est ce que je me dis. Parce que on ne vit pas, hein. Quand on sait qu'il y a quelqu'un comme ça dehors, on ne vit plus. Hein. Quand on a été agressé une fois, on a toujours peur. Vous ignoriez qu'il y avait d'autres faits avant. Ah oui, tout à fait. On vient de l'apprendre là il y a 3-4 jours. Annick Matigello, maire de Louvroil. Que ça fait 30 ans que cet individu sévit dans la Sambre. En 2002, les enquêteurs de la PJ de Lille avaient bien établi un lien entre les agressions de Louvroil et leur enquête. Mais ils ont conscience qu'en 30 ans, d'autres dossiers de viol ont pu leur échapper. Les enquêteurs sont en train de chercher si dans les archives régionales il y a encore d'autres affaires à examiner ou pas. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Qui pourraient encore lui être rattachées ou pas. Il y a des risques que certaines victimes soient déçues. Pierre-Antoine Cristante, journaliste à La Voix du Nord. Certaines ne seront peut-être pas reconnues faute de preuves suffisantes. Après la révélation de l'affaire, la cellule d'enquête est submergée d'appels téléphoniques et de courriers. Pas mal de femmes qui, dans les heures et les jours qui suivent l'interpellation de Dino Scala, elles reconnaissent la façon dont elles ont été agressées. Mathias Dormini, journaliste à l'Observateur. Elles reconnaissent dans son visage des traits de l'agresseur qu'elles ont un peu aperçus. Et tout ça fait qu'un certain nombre de témoignages arrivent rapidement. Un mois après l'arrestation de Dino Scala, les victimes se rencontrent au palais de justice d'Avesnes-sur-Helpe, près de Maubeuge. Clara, agressée sexuellement en 97, devient leur porte-parole. Oui, on veut qu'il soit puni. Et... Clara Bernard, victime. Surtout quand on découvre qu'il a brisé la vie de beaucoup de victimes et puis des familles, les maris, les enfants. Marquées à vie, toutes ces femmes doivent se replonger dans des souvenirs qu'elles auraient voulu effacer. C'est une grande cicatrice qui se réouvre. Patricia Petit, psychologue, police d'Erquelines en Belgique. Ça va être de nouveau parler de son agression. Quand le téléphone sonne et que les fonctionnaires de police, aussi humains puissent-ils être, les appellent, eh bien on réveille une espèce de diable, on réouvre une boîte qu'on pensait fermée à double tour. En Belgique, il y en a une ou deux qui sont d'ailleurs toujours suivies psychologiquement. Reste pour les enquêteurs une question clé, le mobile. Qu'est-ce qui aurait pu pousser un père de famille si tranquille à se transformer en un redoutable prédateur sexuel? Il parlera de pulsions sexuelles. Alors, est-ce que ce sont des pulsions quand on fait plusieurs kilomètres pour aller agresser une femme? Bon, on peut se poser la question. Dominique Demoulin, journaliste judiciaire. Pour le reste, il n'y a pas d'explication. Pour lui, ce sont des femmes sans visage. Il les agresse chaque fois par l'arrière et des femmes dont il ne se préoccupe absolument pas. Les psychiatres ne sont pas convaincus de l'argument des pulsions. Ils apportent une autre explication. Les psychiatres viennent nous dire que c'est véritablement, en plus, un homme qui n'a pas véritablement de plaisir sexuel, mais plutôt un homme qui est excité par la situation, par la scène, par l'ambiance, par ce qui se crée. Je ne pense même pas que cet homme ait pris beaucoup de plaisir dans ses actes. Pour sa famille, Dino Scala est innocent et incapable de commettre de tels actes. D'ailleurs, ses proches rappellent que son ADN ne figure pas dans tous les dossiers et que ses aveux ne portent pas sur des affaires précises.
Cet homme a été très certainement, et il le sera encore, un papa merveilleux, un époux aimant. Tout cela, c'est pas nous qui allons lui retirer. Les policiers disposent désormais d'un portrait bien plus précis du violeur présumé. Mais alors qu'ils pensaient boucler un dossier de 19 viols, ils sont bien loin du compte. 4 mois après son arrestation, Dino Scala soulage encore sa conscience. Il fait de nouvelles révélations. Le nombre augmente encore puisqu'il va en avouer 25 de plus et on arrive donc à 44 agressions sexuelles et viols. Je suis effarée par le nombre de victimes. Christine Vibaud, avocate des parties civiles. J'ai beaucoup de respect pour la souffrance de ces femmes. Le procès de Dino Scala constituera une épreuve difficile pour les victimes. Mais comme Blandine, elles sont nombreuses à vouloir assister aux audiences. Étant donné que j'ai traversé ça toute seule, j'ai le sentiment qu'il faut que je continue pour me prouver à moi-même que j'ai la capacité de pouvoir gravir des montagnes. Elles attendent du procès la reconnaissance de la culpabilité, en espérant que peut-être cette étape leur apportera un bien-être qu'elles n'ont pas actuellement. Les avocats de la défense n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Ils précisent que leur client est dans une démarche de pleine coopération avec la justice. Les avocats de Dino Scala défendent leurs clients comme tous les avocats. Christophe Gilté, journaliste à RTL Belgique. Et ils font valoir, bien sûr, la présomption d'innocence, parce que pour l'instant, il n'a pas été jugé. L'enquête n'est pas à l'abri d'un nouveau rebondissement. Les magistrats n'excluent pas de revoir à la hausse le nombre des victimes suite à la découverte de nouveaux éléments. Dino Scala se rendait régulièrement en Espagne et évidemment, ça interpelle les enquêteurs. Ils se demandent si des faits similaires n'ont pas été commis en Espagne. En juin 2022, le procès de Dino Scala s'ouvre devant la Cour d'assises du Nord. Il est poursuivi pour 56 faits de viol, agressions sexuelles et tentatives de viol. Après 3 semaines d'audience, il est condamné à 20 ans de réclusion avec une peine de sûreté des 2/3. Mais il fait immédiatement appel. Un nouveau procès se profile à l'horizon. Dans les villages qui entourent la Sambre, les habitants espèrent que le temps pourra apaiser les souffrances de cette incroyable saga judiciaire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Francette-Pierre-Émile. Pour ce podcast inédit, direction la Martinique et ses plages paradisiaques. Mais c'est pourtant l'enfer qu'a vécu Francette-Pierre-Émile. Cette institutrice sans histoire disparaît un jour mystérieusement pendant sa pause déjeuner. Quelques semaines plus tard, son corps est retrouvé au fond d'un ravin. Rapidement, les enquêteurs en sont convaincus, l'assassin est à rechercher dans la propre famille de Francette. Mais qui? Et surtout, pourquoi? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter une dizaine d'années auparavant. Tout commence dans les Antilles françaises, à Fort-de-France, sur l'île de la Martinique. Je dirais d'abord que l'île de la Martinique, c'est un joyau de la Caraïbe. Elle se manifeste par sa diversité. Dinari Wall-Rosier, avocate des parties civiles.
Diversité dans tous les domaines. Diversité de paysages, diversité de faune et de flore, diversité de culture. Donc, c'est une île qui est très attachante. Fort-de-France est la principale agglomération de l'île, une ville d'environ 70 000 habitants, bordée par les eaux turquoises de la mer des Caraïbes. Alors Fort-de-France est le chef-lieu de la Martinique, la capitale. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Une ancienne ville coloniale, un peu sur le déclin. Parce qu'effectivement, sur Fort-de-France, Ludovic Romain, avocat des parties civiles. il faut savoir qu'il y a une forme de disparité. Dans le centre-ville, vous avez effectivement une population qui va y habiter, mais qui est plutôt réduite. C'est en proche périphérie de Fort-de-France que se trouve le quartier de Cluny, un secteur plutôt résidentiel où habitent de nombreuses familles martiniquaises. On y trouve effectivement beaucoup de commerces, de boutiques, un hypermarché. Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. On y trouve une école, le couvent de Cluny, une école qui doit être centenaire. C'est une école privée, c'est pas seulement un établissement réservé aux jeunes filles de bonne famille, qui effectivement a une très très bonne réputation. Et c'est vrai que c'est comme une espèce de petite famille. Le couvent Saint-Joseph de Cluny, un établissement catholique d'excellence qui va de l'école maternelle à la terminale. C'est ici que Francette Pierre-Émile travaille depuis de longues années. Geneviève Tell, la directrice, et Paul Gabriel, l'une de ses collègues, se souviennent d'elle avec émotion. Alors, Francette est arrivée dans cet établissement très tôt, puisqu'elle était d'abord surveillante. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Et puis, elle est devenue enseignante. C'est devenu plus que ma collègue, c'est devenu véritablement une amie, quelqu'un avec qui j'avais d'énormes affinités. Étant donné que c'était une femme tellement avenante, tellement solaire, qui vous mettait en confiance. Paul Gabriel, ami de Francette. On avait plaisir à la côtoyer, donc nous sommes devenus amis. Donc on était souvent ensemble et ça nous a soudés. Après toutes ces années passées à Cluny, Francette Pierre-Émile a réussi à faire l'unanimité autour d'elle, au point de devenir l'un des piliers de l'équipe enseignante. Maîtresse très gentille, maîtresse proche de ses élèves, à l'écoute, essayant de faire pour le mieux, pour que ses élèves réussissent. Les élèves et les parents ont gardé un excellent souvenir de Francette. On savait qu'on pouvait aller voir Francette lorsqu'il y avait un problème parce qu'elle avait toujours cette oreille attentive et qu'elle avait toujours cette douceur en elle. À 59 ans, Francette est une femme à la fois épanouie et très séduisante, mais aussi une mère de famille accomplie, comme en témoigne sa propre fille, Alexa. C'était une très belle femme, elle avait un très joli visage. Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Et surtout, une magnifique chevelure. Elle avait de très beaux cheveux et toujours très élégante, toujours bien habillée. Elle aimait ça. Elle avait une démarche très particulière, un peu aérienne. Elle était vraiment très classe. Vraiment sain de corps et d'esprit, avec une très bonne mentalité. Voilà plus de 30 ans que Francette et son époux Gérard forment un couple très uni. Ensemble, ils ont 3 grands-enfants, alors âgés d'une vingtaine d'années. Francette Pierre-Émile habite dans le quartier de Balata, proche du couvent de Cluny, avec son mari. Virginie Selvetti, journaliste. Elle a 3 enfants, dont une, Alexa, sa fille, qui vit sur le terrain familial dans une autre maison. C'était une mère extrêmement dévouée, attentive au bien-être de ses enfants. Elle parlait beaucoup de ses enfants. Une maman qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour que et les études se passent bien et leur vie personnelle. Un mari qui s'occupe au quotidien du foyer, un métier qui la comble, une vie de famille des plus harmonieuses, ainsi va l'existence heureuse de Francette Pierre-Émile sur l'île de la Martinique, jusqu'à ce terrible événement de l'été 2005.
Madame, Monsieur, bonsoir. Une grande partie de ce journal sera consacrée à cette nouvelle catastrophe aérienne qui a coûté la vie à au moins 152 Français de Martinique. Le 16 août 2005, une date qui restera gravée à jamais dans la mémoire des Martiniquais. Ce jour-là, l'appareil d'une compagnie colombienne en provenance d'Amérique centrale disparaît brutalement des radars. C'est un avion qui était en voyage au Panama et qui revenait sur la Martinique et qui s'est donc crashé au Venezuela, donc à Maracaibo. 152 Martiniquais au total qui meurent. Tout le monde connaissait quelqu'un qui est parti dans ce crash. Tout le monde a perdu un frère ou un cousin ou une connaissance. Ça a vraiment été quelque chose que la Martinique n'oubliera jamais. Sitôt la nouvelle annoncée, des centaines de Martiniquais convergent vers l'aéroport de Fort-de-France. Sur place, nom après nom, la liste des passagers est énumérée au micro. Mégé Hubert. Une scène insoutenable. Tout le monde veut comprendre ce qui s'est passé. Jean-Marc Pulvar, journaliste à RCI. Et à chaque fois qu'on citait un nom de victime, on entendait un cri, si bien qu'ils ont dû cesser de citer des noms. Tout cela pour savoir que, in fine, il n'y a pas eu de survivants. Parmi les très nombreuses familles de l'île frappées par ce drame épouvantable, celle de Francette. Ce jour-là, l'institutrice perd son frère, prénommé Raphaël. Notre famille a effectivement été touchée par ce drame puisque le frère de ma mère, donc qui était mon parrain, était dans l'avion et a disparu dans la catastrophe. Interviewée à l'époque par la télévision martiniquaise, Francette et sa mère sont sous le choc. C'est vrai, c'est encore son rire qui résonne là. Et toujours d'humeur égale, c'est ça, il me communiquait sa bonne humeur. Quand une maman perd un fils, c'est une partie de ses entrailles qui s'en va. Et que cette douleur va me rester tout le temps. Francette Pierre-Émile est totalement dévastée. Elle ne le sait pas encore, mais quelques années plus tard, elle verra à son tour son existence brisée par le destin. « 2 décembre 2014. 9 ans se sont écoulés depuis la catastrophe aérienne. Une journée qui, pour Francette, commence le plus normalement du monde. Ma mère, c'était une femme très organisée, qui avait toujours la même routine, en fait. Elle allait travailler le matin, elle rentrait le midi chez elle pour déjeuner, elle repartait à l'école l'après-midi. À 12 heures précises, l'institutrice quitte en voiture son établissement scolaire. Direction le domicile conjugal, dans le quartier de Balata, où son mari l'attend. Alors Gérard, lui, aussi, a sa journée rythmée et calquée sur la routine de Francette. Donc il va préparer un déjeuner. Il voit l'heure passer, il ne voit pas Francette, il voit que l'heure de reprise des cours va arriver. Dinari Oual-Rosier, avocate des parties civiles. Elle n'a pas appelé, ça n'est pas dans ses habitudes, elle m'aurait appelé, elle sait que je lui ai préparé le repas, donc il commence à se poser des questions. Même incompréhension à l'école Saint-Joseph de Cluny. Geneviève, la directrice, s'en souvient, à 14 heures, Francette ne se présente pas à la reprise des cours. Le midi se passe, et puis 2h30 arrivent, je ne la vois pas. Alors bon, peut-être qu'elle est en retard. J'appelle, le téléphone sonne. 5 minutes passent, je rappelle. Et cette fois, messagerie. Et là, vraiment, on s'est inquiété. Parce que Francette, c'est quelqu'un qui, de toute façon, m'aurait appelé. Et le fait qu'elle ne m'ait pas appelé, tout de suite, je me suis inquiétée. Peu à peu, l'inquiétude gagne tous les proches de l'enseignante. En particulier, Gérard, son mari, et Alexa, sa fille. Ce n'est pas du tout son genre de les laisser sans nouvelles. En fin d'après-midi, il m'a demandé si j'avais des nouvelles de ma mère parce qu'elle n'était pas rentrée le midi. Alors j'ai trouvé ça très bizarre effectivement.
Et à ce moment-là, l'inquiétude que vivait Gérard tout seul va se répandre, puisque ça va atteindre maintenant les enfants, et les enfants vont commencer à se poser des questions. Disparaître comme ça, non, c'était pas dans ses habitudes. Francette aurait-elle été victime d'un accident de la route? En début de soirée, Gérard Pierre-Émile, rongé par l'angoisse, se rend au commissariat central de Fort-de-France. La police lance quelques recherches, mais cela ne donne rien. Aucun accident signalé, aucune trace de Francette dans les hôpitaux. Le soir, j'appelle Gérard et je lui dis « Mais Gérard, qu'est-ce qui se passe ?» Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Est-ce que tu as des nouvelles de Francette? Et on essaie de voir ensemble qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Tout de suite, j'ai paniqué. J'ai dit à mon époux, Francette a disparu. Paul Gabriel, ami de Francette. Quelque chose s'est passé. Je suis sûre que quelque chose est arrivé à Francette. Le lendemain matin, 3 décembre 2014, toujours aucune nouvelle de Francette. Après avoir écarté la thèse de l'accident, les enquêteurs s'interrogent. Francette n'aurait-elle pas choisi de disparaître volontairement? Le commandant Stéphane Cugnot, de la police judiciaire, est alors désigné pour diriger les investigations. En questionnant ses proches, il comprend que cette hypothèse ne tient pas la route. Francette, en effet, venait d'être grand-mère et elle devait aller en métropole lors des fêtes de fin d'année pour rendre visite à son autre fille. Elle est ravie d'être mamie, évidemment. Stéphane Cugnot, commandant de police. Et elle préparait un voyage de Noël en métropole pour y rejoindre sa fille Mélanie. Son premier petit enfant, c'était un événement extraordinaire. Je crois que toute l'école était au courant. Elle a partagé sa joie, son bonheur intense d'être enfin grand-mère. Elle attendait ça. Dans ces conditions, pourquoi vouloir se volatiliser? Tandis que les questions se bousculent, un événement va tout faire basculer. En début d'après-midi, une collègue de Francette prévient les forces de l'ordre. Elle vient de tomber sur la voiture de l'institutrice, garée sur le parking d'un centre commercial du quartier. Le véhicule de Francette Pierre-Émile est retrouvé le lendemain. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Le 3 décembre, au patio de Cluny, à quelques dizaines de mètres du couvent. Il n'y avait aucune raison que la voiture de Francette se trouve là. Donc déjà, cette découverte va entraîner des questions. Une découverte qui laisse le commandant Cugnot très perplexe. Où pourrait bien se trouver l'enseignante? Et pourquoi sa voiture a-t-elle été localisée à cet endroit? Les investigations s'accélèrent. On se met d'accord avec nos collègues de la gendarmerie pour se répartir les tâches. Le véhicule étant trouvé en zone gendarmerie, on s'est mis d'accord pour que la gendarmerie effectue les constatations sur le véhicule, tandis que nous, police, on effectuait les premières recherches du côté du couple Pierre-Émile. Le véhicule de la disparue est passé au peigne fin par les gendarmes. Et très vite, un premier élément les intrigue. Dans la voiture, on retrouve effectivement ses affaires de classe. Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Ses livres, ses cahiers, ses copies, qui sont assez un peu éparpillées un peu partout. Mais aucune trace ni de son téléphone portable, ni de son sac à main. Virginie Selvetti, journaliste. De la vie de tous, Francette Pierre-Émile est une femme ordonnée. Il est très étonnant que sa voiture soit en désordre. Voilà qui ne correspond pas, en tout cas, au caractère de Francette. Et ça n'est pas tout. Il y a une chose qui va attirer leur attention. Jean-Marc Pulvar, journaliste à RCI. C'est le positionnement du siège du conducteur. Puisque le siège est reculé et incliné. Or, Francette Pierre-Émile, qui n'était pas très grande, conduisait très proche du volant et surtout le siège très droit. Ce qui laisse penser aux enquêteurs que ce n'est pas Francette Pierre-Émile qui était au volant de sa voiture. Comme si quelqu'un de bien plus grand que Francette
avait conduit sa voiture avant de l'abandonner près de l'école. Une hypothèse qui se confirme lorsque la gendarmerie découvre un ADN masculin à l'avant du véhicule. Donc les constatations ont permis aussi d'effectuer de nombreux prélèvements d'ADN, en particulier au niveau du siège conducteur. Pour vous synthétiser, il y a eu à peu près 70 scellés de prélèvements qui ont été réalisés. Des traces ADN qui appartiennent à quelqu'un dont on ne connaît pas pour le moment l'identité. Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. On se dit, mais qui est cette personne en fait? Qui peut bien être ce mystérieux conducteur? Et pourquoi se trouvait-il au volant de la voiture de Francette? Pour les enquêteurs, voilà qui commence à faire beaucoup. Pourtant, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Les constatations ont permis de révéler la présence de sang sur un pare-soleil qui était dans le coffre du véhicule, mais également tout un tas de taches de sang au niveau de la garniture du coffre. On va bien sûr automatiquement envoyer en analyse. Les analyses effectuées vont révéler qu'il s'agit du sang de Francette Pierre-Émile. Ce siège avant reculé, cet ADN masculin inconnu, et maintenant ces traces de sang. Face à ces éléments inquiétants, l'affaire change totalement de dimension. À partir du moment où on a connaissance des traces de sang frais dans le coffre du véhicule, on en avise évidemment le magistrat qui bascule de disparition à enlèvement et séquestration. À partir de maintenant, c'est une course contre la montre qui va s'engager pour retrouver Francette Pierre-Émile. La maîtresse d'école au grand cœur aurait-elle fait une mauvaise rencontre? Serait-elle retenue quelque part contre son gré? La piste du kidnapping occupe désormais tous les esprits. Mort d'inquiétude, Gérard Pierre-Émile, le mari de l'enseignante, lance un appel désespéré à la télévision. Ce qui est très inquiétant, c'est de voir que ça dure depuis maintenant près de 5 jours. Gérard Pierre-Émile, mari de Francette. Quel est le mobile de la personne qui la détient si quelqu'un la détient? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il souhaite? Quel est son mobile? Qu'est-ce qu'il veut? En fait, si quelqu'un la détient, qu'est-ce qu'il veut? Qu'il nous rende notre maman et qu'on lui donne ce qu'il veut. Mais les heures passent et aucune demande de rançon n'est reçue par la famille. Une famille qui, par ailleurs, ne roule pas sur l'or. Alors pourquoi s'en prendre à Francette? Il n'y a pas de difficulté financière, mais pour autant, ce n'est pas une famille riche, donc on imagine mal quelqu'un enlever Francette Pierre-Émile pour un motif financier. À ma connaissance, il n'y a jamais eu ce type d'enlèvement ici, avec demande de rançon. Donc on a pu en parler, mais c'est pas vraiment une hypothèse qu'on a privilégiée, quoi. À l'école Saint-Joseph de Cluny, les jours défilent et toujours rien. Les élèves de Francette se retrouvent privés de leur institutrice adorée. N'ayant pas de nouvelles de Francette depuis le mardi soir, donc il a fallu avertir un peu ses élèves et aussi toute la communauté éducative, les autres classes. Donc là, je ne peux plus dire aux élèves, maîtresse va réapparaître. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Elle a disparu. Au-delà du personnel de l'école, c'est toute la population de l'île qui se mobilise. Un immense élan de solidarité se met en place au bénéfice des proches de Francette. La famille va déployer une énergie extraordinaire pour essayer de trouver Francette Pierre-Émile. Ils savent que c'est une course contre la montre, donc des battues sont organisées. Beaucoup de gens sont venus nous aider, des gens qu'on ne connaissait même pas, qui sont venus nous aider, qui se sont mobilisés, qui organisaient les battues et vraiment pour la chercher partout. Et cela sans aucun résultat. Alors que Francette s'est volatilisée depuis une semaine, la police judiciaire décide de fouiller le domicile de la disparue à la recherche de nouveaux indices. Et c'est là que les enquêteurs mettent la main sur un élément troublant. On trouve un document qui avait été adressé au procureur de la République. Stéphane Cugnot, commandant de police.
pour une plainte à l'encontre d'un des frères de Madame Pierre-Émile. Le frère de Francette, qui est atteint de troubles psychiatriques, lui en veut depuis plusieurs années pour une sombre histoire de terrain et peut-être à l'origine de sa disparition. Un différend familial autour d'un héritage. Pour les policiers, c'est peut-être dans cette direction qu'il faut chercher. On décide de le convoquer très rapidement et il vient nous expliquer lui-même son emploi du temps du 2 décembre. Et il nous donne un emploi du temps qui est particulièrement vérifiable. Il va expliquer que pour le jour des faits, il a un alibi. Il est allé faire des courses. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Il va produire en fait tous les tickets d'achat. Donc il sera rapidement mis hors de cause. Résultat, cette piste familiale est abandonnée. C'est alors qu'une enseignante de Saint-Joseph de Cluny vient livrer aux enquêteurs un témoignage crucial. La veille de la disparition, elle aurait aperçu un homme rôder près de l'établissement. Cela pourrait-il avoir un lien avec l'affaire? Et il y a une collègue qui dira qu'elle a vu, en particulier, un individu. Ludovic Romain, avocat des parties civiles. Il avait l'air un peu agacé, voire énervé, et qu'il cherchait quelqu'un. Vous savez, comme quelqu'un qui est à l'affût. Ça nous a beaucoup interpellés. On s'est demandé ensuite, quand le drame est survenu, qu'est-ce qu'il venait faire? Est-ce qu'il était en repérage? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait là, etc. Rétrospectivement, les collègues de Francette se souviennent qu'elle avait l'air perturbée. C'était la veille de sa disparition, le jour où cet homme se trouvait à proximité de l'école. Plusieurs de ses collègues ont fait la réflexion comme quoi elle semblait tracassée par quelque chose, puisque alors que d'habitude elle était toujours solaire, souriante, ce jour-là, une collègue n'avait pas été saluée par Francette. Parmi les policiers, les interrogations sont nombreuses. Qui est cet inconnu qui rôdait dans les parages 24 heures avant sa disparition? Connaissait-il Francette? Est-ce bien lui qui conduisait sa voiture? Pour le savoir, ils saisissent les vidéosurveillances du parking où a été retrouvé le véhicule de Francette. Les enregistrements qu'on a pu récupérer nous ont permis d'avoir une heure certaine pour l'arrivée du véhicule. Le véhicule est arrivé à 22h15 dans la nuit du 2 au 3. Il y a un homme qui sort, alors on ne le voit pas, mais un homme qui sort du véhicule et qui s'en va. La qualité de ces images ne permet pas de mettre un nom sur cet inconnu. S'agirait-il du même individu aperçu la veille près de l'école? Les enquêteurs en sont convaincus. Pour tenter de découvrir son identité, ils montrent ces vidéos aux collègues de Francette. Soudain, l'une d'elles parvient à l'identifier. Et ça n'est pas n'importe qui. Il s'agit de l'ex-gendre de Francette Pierre-Émile, Philippe Ponsard. Philippe Ponsard, qui a été en fait le compagnon de la fille de Francette. Jean-Marc Pulvar, journaliste à RCI. Mais que ces personnes étaient séparées depuis plusieurs années. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? D'après les caméras de vidéosurveillance, c'est donc Philippe Ponsard, l'ex-beau-fils de Francette, qui aurait abandonné sa voiture sur le parking. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, est bien connu à Fort-de-France. Alors physiquement, un homme grand, clair de peau, avec une petite moustache, les cheveux courts, sûr de lui. C'est un personnage haut en couleur, tapageur, un petit peu vulgaire. Il a été marié, père de 4 enfants, il multiplie les conquêtes. Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. Il y a un certain charisme, une aura, donc qui attire, qui plaît, qui sait charmer. Donc voilà, c'est Philippe Ponsard. Philippe Ponsard est issu d'une famille plutôt aisée de la région. Il a monté, voilà quelques années, sa propre entreprise de sécurité. Philippe Ponsard, c'est quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien dans sa vie. Il a fait pas mal de métiers, c'est un homme entrepreneur qui s'est lancé dans beaucoup de choses. Virginie Selvetti, journaliste. Mais ce qui lui a permis de bien vivre, c'est surtout l'héritage de son père, avec lequel il s'est acheté de nombreux biens. Philippe Ponsard aime les belles choses, il aime montrer qu'il a de l'argent.
C'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup sortir, qui aime les soirées. Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Qui aime la fête et du coup l'alcool, qui boit beaucoup, c'est un fêtard. Vraiment, c'est un fêtard. Philippe Ponsard est connu de tous les bringueurs de l'île. Dinari Oual-Rosier, avocate des parties civiles. Parce qu'il est dans toutes les fêtes, il est dans toutes les soirées. Les policiers l'ont bien compris, Philippe Ponsard n'est pas un homme discret. Il aurait même le don pour se faire remarquer, comme dans ce reportage de la télévision locale, 2 ans avant les faits. C'était à l'occasion du carnaval de Fort-de-France. Lors du carnaval, les hommes n'hésitent pas à se travestir en femmes. Comme Philippe, qui chaque année en février se transforme en clitounette. Là, elle est debout à 9h, elle a tout le temps de préparer son showtime pour l'après-midi, quoi. Parce que c'est vrai que Clitounette, dans sa jeunesse, sortait tous les soirs, bien sûr. Mais maintenant, c'est un peu plus difficile. Elle fait ce qu'elle peut, hein, en fait. Préparez-vous, parce qu'il y en a pas qui sont aussi belles. Un personnage exubérant, en apparence sympathique, mais qui cacherait en réalité un tout autre visage. En particulier, d'après ses anciennes compagnes. Au fur et à mesure de l'enquête, on va se rendre compte que Philippe Ponsard est quelqu'un d'extrêmement inquiétant et dont le parcours est marqué par la violence. Et la violence à l'égard des femmes. Une ex-compagne qui relatait des violences dans des conditions extrêmes avec M. Ponsard, même si elle n'a jamais déposé plainte, il n'y a jamais eu de procédure concernant M. Ponsard. Plus d'1 semaine après la disparition de Francette, l'enquête s'emballe. Sa fille, Alexa, est à nouveau interrogée, cette fois-ci au sujet de son ancien compagnon, Philippe Ponsard, dont elle est séparée depuis 8 ans. Alors moi, j'ai rencontré Philippe Ponsard par rapport à mon oncle et ma tante. C'était un ami à eux. Alors au début, il était très gentil, hein, bien sûr, très gentil, très généreux, très voilà. Donc, on peut imaginer que cette jeune femme est charmée par cet homme charismatique. On imagine ce jeu de séduction qu'il met en place pour justement en faire sa compagne quelques mois après. Pourtant, dès le départ, Francette ne voit pas d'un bon œil cette histoire entre Alexa et Philippe Ponsard. Elle s'en serait d'ailleurs souvent plainte auprès de ses collègues. Elle m'en a parlé longuement. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. En me disant que c'était un homme mauvais, qu'elle ne l'aimait pas. C'était un personnage un peu atypique. Paul Gabriel, ami de Francette. Donc elle a tout fait pour sortir sa fille des griffes de M. Ponsard. Mais Alexa est amoureuse et elle n'en fait qu'à sa tête. Pourtant, les années passent et le comportement de Philippe Ponsard change peu à peu. D'après elle, il devient de plus en plus colérique et possessif. Et c'est vrai que quand on est dans une relation comme ça monte crescendo en fait. Et on se rend pas vraiment compte tout de suite en fait qu'on est sous l'emprise de quelqu'un et que ce n'est pas normal en fait. C'est quelqu'un qui a commencé à se montrer très 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 jaloux. Et ça pouvait aller jusqu'à la violence physique. Tous les témoins interrogés sont formels. Après 6 ans de relations chaotiques, la situation se serait encore dégradée. Alexa décide finalement de quitter Philippe. La séparation entre Alexa et Philippe a été très houleuse. Vous avez une forme de harcèlement, des comportements violents, des appels anonymes répétés. Il m'appelait de jour comme de nuit, souvent d'ailleurs pour me menacer. J'ai eu l'impression qu'il me suivait. Philippe ne semble pas supporter la situation et ne laisse aucun répit à Alexa. Alors Gérard, le père, prend une décision plutôt inattendue pour essayer de protéger sa fille. Malgré la séparation du couple, il ne rompt pas les liens avec Philippe, son ex-gendre. Et ce qui va être assez particulier, c'est que Gérard, Ludovic Romain, avocat des parties civiles. Plutôt que d'écarter ce monsieur de sa famille,
va là encore préférer garder un œil sur lui. Tout simplement dans un souci de protection de sa fille. Stéphane Cugnot, commandant de police. C'est pour cette raison que Philippe Ponsard venait encore à son domicile. Pendant ces 8 années, mon père l'a accueilli, l'a même beaucoup aidé, même financièrement. Mon père, par exemple, a aidé à payer les funérailles de sa mère à lui. Francette, de son côté, avait Philippe Ponsard en horreur. Elle vivait extrêmement mal cette étrange situation, surtout lors de ses fréquentes visites. Et ça lui était insupportable. Insupportable. Elle s'est d'ailleurs disputée un petit peu avec Gérard, et je sais qu'à chaque fois qu'il venait, elle me dit qu'elle allait dans sa chambre pour ne pas le voir. Donc, elle lui montrait qu'elle n'appréciait pas forcément. D'autant qu'Alexa a refait sa vie. Elle a eu un bébé et elle souhaite mettre de la distance avec son ex-compagnon. Francette a donc du mal à comprendre l'attitude complaisante de son mari vis-à-vis de Philippe. D'ailleurs, 3 jours avant sa disparition, un dernier événement aurait achevé d'envenimer la situation. C'était à l'approche des fêtes de fin d'année. En Martinique, la tradition à Noël, c'est de tuer le cochon, il y a toutes sortes de préparatifs, et Philippe Ponsard voulait absolument participer. Et ce jour-là, pour une fois, mon père lui a dit non. Non, Philippe, tu ne viendras pas parce que Alexa sera présente, de surcroît avec son nouveau compagnon et le bébé, et tu n'as rien à y faire. Ça a été un choc pour lui. Ça a été un choc parce que du jour au lendemain, on lui a retiré sa qualité finalement de membre honoraire de la famille. Donc, il ne comprend pas ce rejet. Et il va partir très en colère, frustré, puisque pour lui, il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas là. Un retournement de situation dont Philippe Ponsard, évidemment, tenait son ancienne belle-mère pour responsable. Alors, aurait-il pu s'en prendre à Francette afin de se venger? Pour les enquêteurs, cet homme fait désormais figure de suspect numéro 1. Et s'il retenait Francette quelque part, pour avoir une chance de la retrouver saine et sauve, il préfère ne pas le brusquer. Le 12 décembre 2014, après 10 jours de recherches infructueuses, Philippe Ponsard est convoqué en tant que simple témoin. Il indique être totalement étranger à la disparition de Francette Pierre-Émile. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Il indique qu'il a un alibi pour cette journée du 2 décembre, sauf que on essaye de vérifier cet alibi. L'emploi du temps qu'il nous le donnait pour la journée du mardi, ça ne correspondait absolument pas. Face aux incohérences de ces déclarations, les policiers décident de perquisitionner son domicile. Lorsqu'ils arrivent chez lui, quelque chose frappe immédiatement le commandant Stéphane Cugnot et ses hommes. Alors que nous n'étions même pas dedans, on a sorti une forte odeur de javel qui va bien au-delà de l'odeur que vous pouvez avoir quand vous faites le ménage. C'était vraiment impressionnant. Et cette odeur, elle est caractéristique de quelqu'un qui a nettoyé de fond en comble le domicile. Donc les enquêteurs vont procéder bien évidemment à d'autres relevés, notamment à la recherche de sang. La police passe les lieux au Blue Star, un produit chimique qui révèle les traces de sang, y compris lorsqu'elles ont été nettoyées. Et là, il n'y a plus de doute possible. Des traces de sang partout. Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. Quasiment dans toutes les pièces de la maison. Et vous voyez qu'il y a à la fois des traces où le sang a été essuyé et des traces de projection dans la cuisine, dans une salle de bain, dans la chambre au fond, mais vraiment tout le domicile est maculé de sang. Alors, s'agit-il du sang de Francette? En attendant le résultat des analyses, Philippe Ponsard est placé en garde à vue. Hôtel de police de Fort-de-France, dans l'après-midi du 12 décembre 2014. Tandis que le suspect attend d'être interrogé, un nouvel élément accablant tombe. Les résultats d'analyse révèlent que le mystérieux ADN masculin retrouvé dans la voiture de Francette est celui de son ex-gendre. On va se rendre compte à la lecture du résultat des expertises ADN
que l'ADN de Philippe Ponsard se trouve dans le véhicule de Francette Pierre-Émile. Il était dans cette voiture. Dinari Oual-Rosier, avocate des parties civiles. Que s'est-il passé? C'est autre chose. Là maintenant, on va commencer à le questionner. Francette aurait-elle été agressée chez lui avant d'être transportée dans sa propre voiture? Devant ce scénario, avancé par les policiers, Ponsard reste de marbre. Ce qui était assez intéressant et ahurissant en même temps, c'est que une fois qu'il avait eu connaissance des éléments, il adaptait ses réponses à nos questions et aux éléments qu'on avait. Philippe Ponsard explique que si son ADN se trouve dans le véhicule de Francette Pierre-Émile, Virginie Selvetti, journaliste. C'est tout simplement parce que la veille, il l'a croisé, qu'il a voulu lui faire la bise et qu'il s'est penché sur la fenêtre côté conducteur pour pouvoir approcher Francette Pierre-Émile. Philippe Ponsard nie toute implication dans la disparition de son ex-belle-mère. Mais une fois encore, la science vient le contredire. Le sang retrouvé chez lui est bien celui de Francette. Confronté à tous ces indices, Philippe Ponsard se mure dans le silence, et alors que l'institutrice reste introuvable, il est mis en examen pour meurtre et incarcéré. Après 2 jours passés en détention, Philippe Ponsard est sous pression. Face aux gardiens de la prison, il craque et il finit par avouer l'impensable. Donc il va dire effectivement que c'est lui, il va faire des aveux, que c'est lui qui a enlevé Francette. Il va indiquer également que il lui a donné des coups et que, ne sachant que faire, il s'est débarrassé de son corps sur la route de l'Alma. Face aux gardiens médusés, Philippe Ponsard parle alors d'une dispute avec Francette qui aurait dégénéré. Et il apporte même une précision ahurissante. Et il dit surtout au gardien qu'il a sorti le corps du véhicule, qu'il l'a mise debout et qu'il l'a jeté dans la ravine. Les gardiens pensent, au vu de ce que dit M. Ponsard, que s'il la met debout, c'est que naturellement, elle est vivante. Pour la famille de Francette, en tout cas, l'espoir renaît. 15 jours après sa disparition, serait-elle toujours en vie? L'institutrice aurait-elle pu survivre à sa chute dans le ravin? Le détenu est aussitôt convoqué par le juge d'instruction. Il va à ce moment-là indiquer qu'il ne répond pas aux questions, mais soucieux de collaborer à l'avancement de l'enquête, il va révéler où se trouve Francette Pierre-Émile. Il dira que Francette se trouve à 1,8 km sur la route de l'Alma. Ludovic Romain, avocat des parties civiles. Borne kilométrique 18, à droite, en contrebas d'une installation pluviale. Donc, on peut pas faire plus précis. La route de l'Alma, un axe extrêmement escarpé à travers la jungle, sur les hauteurs de Fort-de-France. On est vraiment au milieu de nulle part. Ce n'est pas une route qui est très passante, encore moins la nuit, parce que vous avez d'un côté donc des massifs de végétation et de l'autre des gouffres sans fond. Et effectivement, on se rend compte que on avait très peu de chances de trouver Francette Pierre-Émile dans un tel décor. 19 décembre 2014. Après plus de 2 semaines d'enquête, tout s'accélère enfin. Les grands moyens sont déployés pour tenter de retrouver Francette. Interrogé par un juge d'instruction, Philippe Ponsard accepte de conduire les enquêteurs sur la route de la Trace en direction du Morne Rouge. Et donc, les gendarmes du Grain vont s'arnacher depuis le rebord de la route pour pouvoir descendre un rappel. Et on verra qu'ils prendront un moment avant d'arriver au fond du ravin. Et à environ 40 mètres de profondeur. Stéphane Cugnot, commandant de police. Ils ont trouvé effectivement un corps d'une femme qui correspondra à celui de Madame Francette Pierre-Émile. Après 17 jours, le corps sans vie de Francette Pierre-Émile est retrouvé en contrebas d'une falaise. Il est passé aux aveux ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il aurait dit, parce que je n'ai pas eu le PV, mais il aurait dit il reconnaît avoir effectivement donné la mort à Madame Pierre-Émile. Je n'ai pas encore les conditions. Au sein de la famille de la victime, c'est un véritable tremblement de terre. Pour sa fille, Alexa, l'ancienne compagne de Ponsard,
Cette annonce met brutalement fin à toute forme d'espoir. Ça a été un moment très difficile parce que... Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Je sais pas si vous imaginez, on était là et puis de voir l'hélicoptère qui s'élève comme ça avec la civière en bas, c'est atroce à voir. Hein. C'est pas facile. Hein. Pour la famille, c'est le choc. Un double choc. Et ils ne comprennent pas comment quelqu'un qu'ils ont accueilli a pu leur faire ça. Après plus de 2 semaines d'angoisse et d'incertitude, sur l'île, c'est partout la douche froide. La population martiniquaise ne s'attendait pas à un tel dénouement. Les gens qui étaient là sont restés sans voix, il n'y avait plus rien. Jean-Marc Pulvar, journaliste à RCI. Dans un silence presque de cathédrale, personne ne parlait parce que c'était un moment très fort. Vous avez une forme de tristesse profonde qui vient s'installer parce que vous avez toutes ces personnes qui, à ce moment-là bien précis où on verra la nacelle se poser sur le bitume, qui se diront c'est fini, elle est morte. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. À l'école Saint-Joseph de Cluny, parmi les collègues de Francette, parmi ses élèves, tout s'écroule d'un seul coup. Il y a une surveillante qui vient me voir et qui me dit « Est-ce que tu as appris ?» Paul Gabriel, ami de Francette. Je lui dis quoi? Il me dit « On a retrouvé le corps de Francette ». Je suis restée sans voix, je suis restée assise pendant tout l'après-midi. Alors là, ce jour-là, je crois que vraiment le ciel s'effondre sur la tête de tout le monde. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Et le réflexe que j'ai eu, c'est de rassembler tous les enfants dans le parc. Donc, vous imaginez 400 élèves qui pleurent en même temps. Toute l'école a pleuré. Tandis que Philippe Ponsard ne donne toujours aucune explication, un médecin légiste procède à l'autopsie du corps. Un examen rendu très compliqué par son état. L'autopsie était difficile à lire. Je vous assure que de ma carrière, je n'ai jamais vu un cadavre dans cet état. Le climat tropical, le temps qui s'est écoulé entre le 2 et le 19 décembre, donc 17 jours, tout ce temps-là a malheureusement entraîné la putréfaction d'une partie du corps. Et du coup, les médecins légistes n'ont pas pu déterminer la cause du décès. Et encore une difficulté pour cette enquête, c'est que le médecin légiste n'a pas réussi à dire si Francette avait été victime de violences sexuelles ce jour-là. L'autopsie, loin d'apporter des réponses, plonge un peu plus les enquêteurs dans le mystère. Qu'est-il arrivé exactement à Francette ce terrible jour du 2 décembre 2014? Et surtout, pourquoi Philippe Ponsard s'en est-il pris à son ex-belle-mère? Reste donc à établir les circonstances précises du crime, ainsi que le mobile. Ce n'est qu'après plusieurs semaines de silence que le suspect finit par se montrer plus coopératif. Et voici ce qu'il raconte. Il est tombé sur elle par hasard et ils vont évoquer une histoire de dette d'argent. C'est ce qu'il dit. Il lui propose d'aller chez lui pour régler leurs problèmes d'argent. Dinari Oual-Rosier, avocate des parties civiles. Elle le suit sans aucune difficulté et elle se retrouve chez lui pour régler cette question d'argent. Arrivé sur place, la discussion avec Francette se serait, dit-il, peu à peu envenimée, avant de déraper complètement. Il explique que là, une dispute verbale assez virulente s'est engagée entre les deux. Il s'était emporté qu'il avait poussé Francette Pierre-Émile donc dans le domicile, que celle-ci était tombée, qu'elle s'était blessée. D'après lui, Francette se serait alors sérieusement blessée à la tête en heurtant un meuble. Elle aurait commencé à beaucoup saigner. Confronté au risque d'être dénoncé, Ponsard raconte avoir longuement hésité sur ce qu'il devait faire. Philippe Ponsard explique que plus tard dans l'après-midi, Virginie Selvetti, journaliste.
Francette Pierre-Émile voulait se rendre aux toilettes. Une fois dans les toilettes, elle aurait recommencé à crier. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Qu'il l'aura à ce moment-là bâillonnée et laissée dans la chambre. Selon le récit de Philippe Ponsard, Francette serait ainsi restée bâillonnée sur le lit, la tête en sang, durant des heures, jusqu'au moment où il se serait aperçu qu'elle ne respirait plus. Quand il est revenu, il l'a vue sans vie, il a décidé, en panique, dit-il, de se débarrasser de son corps. Il l'aurait embarqué dans son véhicule et l'aurait jeté sur la route de l'Alma. Donc Philippe Ponsard indique que Francette Pierre-Émile était bien morte à son domicile et bien morte au moment où il l'a jetée du haut de l'Alma. Philippe Ponsard précise avoir ensuite abandonné la voiture de Francette sur un parking dans le quartier de Cluny pour tenter de brouiller les pistes. Philippe Ponsard plaide l'homicide involontaire. Il nie toute préméditation et explique que s'ils se sont rendus à son domicile, c'était pour avoir une discussion et aucunement pour lui tendre un piège. La chute aurait été complètement accidentelle et la suite, la résultante de la panique de Philippe Ponsard. Un récit qui, pour les enquêteurs, comporterait bien des incohérences. Pour preuve, les éléments recueillis par la police technique à son domicile. Là encore, ça ne correspond pas aux constatations scientifiques parce que on voit qu'il y a du sang dans l'ensemble de la maison. Ludovic Romain, avocat des parties civiles. Vous en avez dans le salon, dans le couloir, dans la chambre. Donc il y a bien eu, à ce moment-là, effectivement une scène d'une rare violence dans cet appartement, quoi qu'en dise Philippe Ponsard. Et ce n'est pas tout, car les enquêteurs découvrent également certaines recherches effectuées par Philippe Ponsard sur Internet, juste après les disputes fatales. Et elles racontent une toute autre histoire. Comment s'opèrent les recherches de téléphone portable par géolocalisation? Combien de temps peut survivre un corps, un être humain sans eau ou sans nourriture? Ça vous laisse penser qu'au moment où vous la jetez, vous savez pertinemment qu'elle est vivante. Et vous voulez vous assurer qu'elle ne pourra pas survivre plus d'une semaine. Quant à cette histoire de différends financiers qui auraient poussé Francette à le suivre, elle ne convainc pas davantage la justice, tout comme sa famille d'ailleurs. On sait que Francette dit à peine bonjour à Philippe Ponsard quand elle le voit chez elle. Donc on ne voit pas à quel moment elle aurait noué une question d'argent avec lui. Ce n'est pas possible, ça ne tient pas debout non plus. Quand on sait la version qu'elle lui portait... Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. C'était peu probable qu'elle se rende chez lui, surtout sur sa pause déjeuner, comme relativement courte, ça semble peu probable. Pour l'accusation, le scénario serait plutôt le suivant. Philippe Ponsard aurait supprimé Francette par pure vengeance, parce qu'il avait désormais interdiction de se rendre chez son ex-compagne. Une affaire glaçante qui n'a pas fini de hanter les esprits. C'est une histoire dont on a beaucoup parlé en Martinique parce que c'est la première fois qu'un drame pareil se produit. On voit ça à la télé, en métropole, ailleurs, mais on n'avait jamais vu une chose pareille, un drame pareil en Martinique. Ce qui a choqué, c'est vraiment que vous allez toucher finalement, on a touché à deux institutions. C'est la maman, la mère de famille, et l'institutrice. Il y a eu cette forme d'empathie populaire et même de tristesse qui font qu'on ne peut pas rester insensible. Alors, meurtre commis de sang-froid ou bien dispute qui aurait mal tourné? Philippe Ponsard, dont les avocats n'ont pas souhaité s'exprimer, parviendra-t-il à convaincre les jurés qu'il n'avait pas l'intention de tuer? Ce sera à la cour d'assises de trancher. Tribunal de Fort-de-France en Martinique, 15 octobre 2018. Près de 4 ans après le crime, l'émotion demeure intacte. Philippe Ponsard comparé pour le meurtre de Francette Pierre-Émile. Il risque 30 ans de prison. Pour tous les proches de la victime, voilà enfin l'épilogue de cette histoire.
Il y a énormément de zones d'ombre et la famille espère, lorsque le procès s'ouvre, que Philippe Ponsard pourra au moins lui accorder cela, de dire la vérité. La famille attendait des explications. Pourquoi la maman s'est retrouvée chez Philippe Ponsard? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, on a commencé cette audience en se disant peut-être qu'on aura des réponses. Dès le premier jour, une foule très compacte se presse à l'entrée de la salle des assises. Objectif, tenter d'apercevoir l'homme qui doit prendre place dans le box des accusés. Je me rappelle qu'il y avait du monde dès 6 heures devant le tribunal, tout le monde. Et il y avait une file d'attente toute la journée. Dès qu'une place se libérait à l'intérieur de la salle, c'était pour laisser rentrer quelqu'un parce que tout le monde voulait assister au procès de Philippe Ponsard. C'est devenu finalement une affaire qui dépasse les simples frontières de la famille. Vous avez toute une population qui attend la vérité. Les débats commencent et très vite, la famille de Francette déchante. Philippe Ponsard s'en tient à la position qui a été la sienne durant toute l'instruction. Malgré les différentes versions, il y a un point sur lequel Philippe Ponsard ne changera jamais de position, c'est sur le fait qu'il n'y avait pas d'intention criminelle, qu'il s'agissait d'un homicide involontaire et que la chute de Francette Pierre-Émile était accidentelle. Devant l'attitude de l'accusé, les proches accusent le coup. En particulier, Alexa, qui doit faire face à son ancien compagnon, devenu meurtrier de sa mère. Il a été un peu fidèle à lui-même. Il prenait la parole alors que son avocat lui demandait de se taire. Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Enfin bon, quelqu'un d'assez arrogant, d'assez... voilà. Moi, il ne m'a jamais regardé. Jamais. Je l'ai regardé à plusieurs reprises. J'ai cherché son regard. Il n'a jamais levé les yeux vers moi. Il ne m'a jamais regardé. Les avocats de la défense passent à l'offensive. Ils essaient notamment de fragiliser l'un des témoignages à charge, celui du gardien de prison, qui affirme que d'après le récit de l'accusé, Francette était encore vivante quand il l'a jetée dans le ravin. Sur les 2 gardiens de prison qui ont entendu la version de Philippe Ponsard, seul l'un des 2 évoque le fait que Francette Pierre-Émile était debout. Pour la défense, c'est la seule fois où un témoignage relate le fait que Francette était debout et que dans les 30 versions différentes qu'il a livrées par la suite, il n'a jamais été question de cela. Je crois qu'il convient plutôt d'attendre l'évolution du dossier pour que sur ce point précis, Philippe Edmond Mariette, avocat de la défense. On sache quel était à la fois le cadre et la forme de cette déposition. Il y a un certain nombre de témoins qui avancent des informations nouvelles. Max Belmar, avocat de la défense. C'est des choses à prendre avec beaucoup de précautions. Autre facette de cette stratégie de défense, afin d'expliquer ses accès de violence, les avocats de l'accusé insistent sur son parcours de vie pour le moins compliqué. Une enfance effectivement pas très rose, mais assez commune aux Antilles. Fils d'une relation adultérine. Quand il est conçu, son père est marié à une autre femme et a des enfants. Il a une image très négative de sa mère qu'il a cachée pendant de nombreuses années. Virginie Selvetti, journaliste. La défense s'attache à dire qu'il aurait projeté sur Francette l'image de sa mère et que ce jour-là, le coup de sang qu'il a eu est la résultante de ses blessures du passé. Les jurés entendront-ils les arguments de la défense? Après 5 jours d'audience, la sentence tombe. Philippe Ponsard est condamné pour meurtre à 30 ans de réclusion criminelle. Aucune circonstance atténuante ne lui est accordée. Pourtant, il ne fera pas appel. Bien des années ont passé en Martinique depuis cette effroyable tragédie, mais il est un endroit où le chagrin est toujours présent. C'est à l'école du couvent Saint-Joseph de Cluny, là où Francette enseignait. Je garde le souvenir d'une personne toujours très très douce, très gentille avec ses élèves. Ses élèves l'adoraient, les parents d'élèves l'aimaient énormément. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Et en fait, nous avions envisagé également de donner son nom à une des salles de l'établissement. J'ai l'impression de n'avoir jamais fait le deuil de Francette. Paul Gabriel, ami de Francette.
Et j'ai du mal à croire, bon, qu'elle soit partie comme ça, quoi. Aujourd'hui, c'est surtout parmi les membres de sa famille que le souvenir de Francette reste le plus vivace. Moi, il n'y a pas un jour qui passe en 8 ans sans que j'y pense. J'y pense tous les jours. Alexa est à la fois la fille de la victime et l'ex-compagne de son meurtrier. Elle tente de ne conserver en mémoire que les bons moments passés avec sa mère. On garde vraiment le souvenir d'une femme joyeuse, qui aimait ses enfants, qui aimait sa famille. Elle aimait les fêtes de famille, elle aimait vraiment, elle aimait tout ça en fait. Et c'est vraiment le souvenir qu'on va garder d'elle, d'une femme souriante, toujours de bonne humeur, qui aimait plaisanter, qui, voilà. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.